Ouais, je sais, ça fait plus de 2 mois d'absence, mais j'ai une excuse. Bon, en fait, j'ai menti, j'ai pas d'excuse. Ah, il fait 240 degrés là. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet. Je suis parti en Argentine récemment et c'était pour ma part la première fois en Amérique latine. Et je me suis dit qu'il y a deux, trois sujets. Bon, maintenant que je les ai vécus, je me disais que c'était une bonne chose de les aborder ici. Petit 1, il y a eu le climat. J'ai atterri à Salta. Donc, déjà, climat humide, mais tempéré. En vrai, ça va. Je suis monté dans un climat sec où il faisait très chaud la journée et très froid la nuit quand je me suis retrouvé dans les Andes à San Antonio de los Cobres. En redescendant, on est passé par la région de Jujuy. Petit virage là comme ça, petite escale dans la région de Jujuy. Mais alors là, climat tropical, hyper humide, hyper chaud, constant. Je suis ensuite descendu à Calafate, qui est donc une région à glaciers. C'est là où il y a un des plus vieux glaciers du monde et des parcs naturels. Il fait donc relativement froid au niveau de l'Argentine. Il fait donc frais et surtout sec. Et pour finir, je suis remonté à Buenos Aires, qui est donc un climat humide et un peu chaud, mais en vrai, j'ai fait pire, j'ai vécu pire. Mais donc, autant vous dire que les phases d'adaptation, c'était pas ça du tout, hein. J'ai eu des phases d'adaptation, mon corps, il a pas trop compris. Donc, c'était un voyage sympa, j'ai vu plusieurs climats, j'ai ressenti plusieurs climats, disons. Mais alors, d'un point de vue affaires, c'était un délire. Je me suis retrouvé à mettre des manteaux pour monter dans l'avion. Disons pas des manteaux, plutôt un pull. Je me suis retrouvé à monter avec mon pull dans l'avion et c'était limite. Et du coup, quand je sortais, j'étais en sueur en quelques secondes. En parlant de sueur, le fait qu'il fasse chaud et ou humide, il a fallu donc s'hydrater. Deuxième point, vis-à-vis de l'Argentine en général. Je peux pas parler de toute l'Amérique latine, mais deuxième point vis-à-vis de l'Argentine en tout cas. Je peux pas en parler pour toute l'Amérique latine vu que j'ai fait que l'Argentine, mais pour l'Argentine en général, l'eau a été une ressource rare. Bien que tous les hôtels qu'on ait fait avaient de l'eau, beaucoup c'était pas de l'eau potable. Pour trouver de l'eau potable, il faut aller dans les magasins et acheter des bouteilles, ou qui sont en général, nous on avait pris des gros packs de 6 litres, là vous savez, des grosses bouteilles là, énormes. Donc on se baladait avec deux gros bidons d'eau en général. Et c'est là que ça m'a bien servi. J'avais emporté avec moi une gourde que j'ai trouvée, donc qui est en fait une poche, hein, c'est hyper, vous voyez, c'est tout mou là de tous les côtés. Et donc je la remplis en haut, c'est une poche de 3 litres qui m'a vachement servi quand on s'est baladé dans le désert, dans les canyons et autres. C'est une poche de 3 litres avec, comme vous pouvez le voir à l'intérieur là, c'est une poche de 3 litres avec un filtre. Qui fait qu'en fait, on met de l'eau non filtrée à l'intérieur. On met de l'eau qu'on peut trouver dans une rivière, faut quand même éviter les eaux trop dégueulasses, genre je vais pas mettre de l'eau du Gange dedans quoi, mais on se retrouve à mettre de l'eau là-dedans qui n'est pas filtrée. Et en fait, en sortant, elle va passer par le filtre, ce qui fait que je peux boire directement comme ça, là. Je peux ouvrir et directement me retrouver à boire comme ceci. Et avec Evan, en fait, on l'utilisait surtout pour transporter de l'eau. Et quand on avait besoin, on remplissait nos gourdes avec ça. On remplissait directement nos gourdes avec de l'eau filtrée, du coup. Et du coup, nos gourdes se retrouvaient. J'avais en plus ma gourde de 1 litre. J'avais ma gourde de 1 litre comme ceci. Et je me suis du coup retrouvé à boire des litres entiers dans la journée. Je crois qu'il y a des journées, j'ai tapé des 4 litres de flotte. Bon, en vrai, ça va vite, hein, parce que on s'est retrouvé avec des randonnées dans le désert en plein milieu de la journée. On était à UV 11 ou 12. Waouh, je peux vous dire que l'eau, on se met à la doser, hein. On se met à vraiment calculer. Fallait pas qu'on ait dépassé tant d'eau consommée à telle partie de la rando. Il fallait qu'on garde une réserve de secours au cas où, si pour X raison, on se retrouve à faire un trajet plus long ou un détour ou demi-tour et on doit retaper tout à l'envers. C'est un calcul. C'est pas un danger dans l'absolu, mais c'est un calcul. Faut un peu gérer son coup, je pense. Après, je vous dis qu'on a souvent eu de l'eau, mais c'était marqué dans les hôtels. On a eu, à un moment, on a dormi dans un logement, des gens qui tiennent un logement au milieu du désert. Et on avait marqué dans les chambres que l'eau en général était compliquée à acheminer jusque là où on était. Et donc, du coup, il fallait qu'on la consomme vraiment avec parcimonie, disons. Et il fallait vraiment qu'on pense à comment on consommait, etc. Et du coup, on s'est retrouvé à aller des fois chercher des bidons d'eau en voiture à la ville la plus proche. On s'est retrouvé à certains moments, comme par exemple quand on montait dans les Andes, là, quand on a fait la route pour monter dans les Andes, on s'est retrouvé à des moments dans des endroits un peu vraiment éloignés de tout, sans magasin, sans shop, sans personne en fait, sans même habitation. Et là, on s'est dit, ouais, vaut mieux qu'on ait de l'eau, faut prévoir le coup. On avait toujours un bidon plein dans le coffre. Et on se baladait dans les hôtels avec un bidon avec nous. En parlant de coffre, ça m'amène au sujet d'après, la conduite. On a eu une bonne période d'adaptation avec Evan pour la simple et bonne raison que
disons que je suis pas sûr que le code soit quelque chose de vraiment avéré en Argentine. C'est plus d'un point de vue ressenti. C'est-à-dire qu'il y a pas de système de priorité. Enfin, j'ai appris plus tard qu'il y en avait un, mais que personne ne l'a respecté, en tout cas avec nous, et enfin de ce qu'on a vu, quoi. Même aux autres Argentins, je veux dire, devant nous. Excusez-moi le terme, mais c'est celui qui a le plus de balls qui passe. Il y a eu des moments comme ça, sur certaines routes, c'était vraiment au milieu de la route. La route est limitée à 80, on se faisait doubler avec des mecs à plus de 130. À l'inverse, des routes à 80, il y a des mecs à 30 dessus. C'est assez libre, disons. Il n'y a pas eu de cas avéré de danger, genre un mec qui roule sur la voie qu'il veut ou sur un double sens, quelqu'un qui arrive vraiment en face de nous. Mais sur une 2x2 voies, par exemple, bon, dans notre sens, il y avait des mecs qui slalomaient un peu, quoi. C'était léger, mais ils prenaient bien toute la place, quoi. Sachez aussi pour votre gouverne que visiblement la ceinture de sécurité, en tout cas à l'arrière, c'est comme la France dans les années 70, ce n'est pas obligatoire, hein. C'est-à-dire que dans les taxis, on s'est retrouvé dans des taxis où il n'y avait pas de ceinture et le mec était à plus de 120 sur la route. En tant que bon Européen, j'étais pas parfaitement serein. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais qui plus est, vu la conduite en Argentine, j'ai eu un temps d'adaptation, encore une fois, disons. Ça a été sport, hein, ça a été sport. Après, nous, on avait une voiture, on avait une Sandero. C'est vrai que ça passait un peu partout, sauf dans les Andes. Dans les Andes, on a eu quelques moments. Après, on en a eu partout, mais surtout dans les Andes, on a eu quelques moments où la voiture était pas adaptée, quoi. Disons que quand on se retrouve dans du sable, bon, la Sandero, ça va loin, hein, c'est un peu passe-partout, mais pas, c'est pas tout terrain, quoi. On s'est retrouvé à passer dans des cailloux, des lits de rivière, du sable, des lacs de sel. Dans le lac de sel, on n'est pas allé jusqu'en voiture dessus. Mais tous ces terrains-là, on aurait été quand même plus à l'aise, je pense, avec un 4 roues motrices. Ça aurait été plus sympa. En parlant des Andes, je vais aborder mon dernier sujet. La vidéo va pas être très longue, hein, mais je vais aborder mon dernier sujet, l'hypoxie. Et à plus large échelle, le mal des montagnes. Faut savoir qu'avant de partir en Argentine, moi et Steven, pour lui d'autres raisons, on a fait des tests d'hypoxie. En gros, l'hypoxie, qu'est-ce que c'est? L'hypoxie, c'est le manque d'oxygène. Quand on monte en altitude, du fait de la raréfaction de l'air, en fonction des personnes et en fonction du métabolisme de plein de facteurs, on se retrouve en hypoxie. Donc c'est un état où le corps commence à manquer d'oxygène. Globalement, de ce que j'ai compris, il y a deux types de personnes. En vrai, il y en a trois, mais la troisième, c'est ceux qui réagissent pas trop. Donc de ce que m'a dit le médecin, de ce que j'ai compris de ce qu'a dit le médecin, quand on entre en hypoxie, il y a les personnes qui surréagissent et des personnes qui sous-réagissent. Les personnes qui surréagissent, le cœur s'emballe, il commence à pomper comme un malade et globalement, dans les cas extrêmes, on risque ce qu'on appelle l'œdème, donc cérébral, pulmonaire et autres. Et là, c'est les pires trucs. C'est genre une poche d'eau qui se forme à un endroit, l'eau passe au travers des parois du corps, ça forme une poche d'eau et là, c'est poumon, on respire plus, cérébral, on peut finir comme un légume, enfin ça amène des cas très graves, quoi. Et sous-réaction, si je peux dire, c'est le corps qui réagit pas. Il a pas capté qu'il lui manquait de l'air, zéro réaction. Donc là, je crois que de ce que j'ai compris, on est sur des œdèmes un peu moins violents et surtout ce qu'on risque c'est de s'évanouir. Et alors là après, il y a plein d'autres facteurs quand on évanouit qui peuvent apparaître, mais le premier risque c'est ça. D'un point de vue purement personnel, lors du test, j'ai surréagi. C'est-à-dire que mon cœur s'est emballé et moi je m'en suis même pas rendu compte. Le médecin m'a donc dit que de ce qu'il conseillait au vu de ce qu'on comptait faire, le médecin m'avait conseillé de ne pas dépasser 2 paliers par nuit. Au-delà de 3000 mètres, on a ce qu'on appelle des paliers. Et les paliers, c'est environ un palier, c'est 300 mètres. Et on conseille, pour les personnes qui ne s'adaptent pas vite, on conseille de faire un palier par nuit, donc de passer une nuit tous les 300 mètres. Et si on est obligé de passer 2 paliers d'un coup, c'est pas grave, mais il faut passer 2 nuits après. Bon, un palier une nuit, 2 paliers 2 nuits, mais pas plus. On ne dépasse pas cette limite. Autre chose, quand on est en phase d'adaptation, parce qu'il y a plusieurs phases dans l'hypoxie, quand on est en phase d'adaptation, notre corps tente de s'adapter à l'altitude, il ne faut pas faire de sport. Il faut se ménager le plus possible, boire et se reposer. Parce que le corps, il carbure, il sait tout ce qu'il peut, il est complètement dans la semoule, il faut se reposer. Spoiler, ce que j'ai pas vraiment fait, mais c'est une énorme connerie, ne le refaites pas. Donc nous, on a monté les 4000 mètres. À 4000 mètres, rien. Arrivé à l'hôtel, enfin, c'était pas un hôtel, c'était un logement, on était chez quelqu'un. Arrivé au logement, on se couche. Et le lendemain, chaos technique. On galère tous les deux à se lever. Genre avant, c'est gné. On est un peu. Déjà, moi, je suis lent de base, mais là, j'étais plus lent que d'habitude. Et donc, je regarde ma montre. J'ai un peu mes stats. Mon cœur, il a un peu augmenté, mais en vrai, c'est pas alarmant, quoi. Rien d'alarmant. On se dit donc qu'on va aller voir un point, un endroit. C'est un peu plus haut que là où on est, mais c'est pas grave. En une journée, on peut monter de palier, redescendre. Si on n'y passe pas 2 jours, par exemple, c'est pas grave de monter un peu plus. On n'est pas à 3000. Du coup, de 3000 à 2 paliers, on n'est pas à 3006 piles. Il faut pas, genre, ne pas dépasser 3006. Nous, on était déjà à 3008 à cet endroit-là. Mais c'est pas grave. C'est 2 paliers, c'est 600 mètres à peu près. C'est pas grave. On arrive du coup au pont, et là on se met à grimper, sauf que c'est une côte, mon pote, comme ça. Donc moi, énorme con, je suis monté aussi. Et en fait là, je l'ai plus ressenti, ça m'a fait une sensation de... J'ai eu les poumons pris, dans le sens où ça me faisait pas mal, rien. Juste, quand je respirais,
J'avais beau ouvrir la bouche le plus possible, prendre la plus grande inspiration possible, j'étais bloqué. Juste physiquement, j'avais l'impression que ce n'était pas faisable d'aspirer assez d'air. Donc j'ai fait énormément de pauses, je suis monté à mon rythme, j'ai pris 3 fois le temps des vannes, lui gambadait comme une chèvre des montagnes là, et je suis arrivé en haut. Au final, je me suis calmé, on est redescendu calmement, j'ai beaucoup bu. Après ça, je suis rentré chill total, et au final, j'ai pas eu de cas grave. Pour l'anecdote, le propriétaire du logement, un soir, je lui envoie un message, parce qu'on était dans une chambre à part, on n'est pas dans sa chambre à lui, quoi. Et je lui envoie un message et je lui demande est-ce qu'il y a des endroits dans le coin qu'il faut voir, quoi. Ça faisait 2-3 jours qu'on était là. Et le mec me répond on est en train de transporter un mec en urgence vers un médecin parce qu'il y a un gars qui est arrivé à 3800 mètres là. Il a instantanément fait ce qu'on appelle un MAM, donc un mal aigu des montagnes. Donc ils sont redescendus, ils ont dû le redescendre. Parce que du coup, c'est ça, le gain de l'hypoxie aussi. Un des avantages, c'est que quand on commence à avoir des signes, on redescend et ça s'arrête instantanément. C'est pas comme les paliers de plongée où il faut remonter par palier et si on en chante un, c'est catastrophique. Là, c'est l'inverse. C'est plus on a un problème, plus on redescend vite, mieux ça va être. Parce que du coup, dès qu'on retrouve de l'oxygène, tous les problèmes qu'on a liés au manque d'oxygène se pallient instantanément. Tout ça pour dire, à part, en vrai, fatigue, j'ai eu un ou deux moments où je sentais que fallait que je respire plus fort. Mais en vrai, ça allait. C'est juste un exercice à prendre au quotidien. Bien prendre le temps de respirer plus fort, etc. Et ne pas se speeder. J'ai fait l'erreur une ou deux fois de sortir de la voiture, trottiner pour aller voir un truc. Et en fait, mauvais bail, très mauvais bail. Honnêtement, à part fatigue, j'ai un peu mal dormi. J'ai eu une ou deux fois fallait que je respire, que je prenne ma pause et que je respire. J'ai pas eu de symptômes vraiment vénères, et heureusement. Mais c'est parce que je suis allé voir un médecin qui m'a dit comment faire. À la base, on avait prévu une ascension sur un volcan. On devait monter de 4000 à 5005 et redescendre entre genre 6h du matin et 22-23h le soir. Il m'a dit, vu la réaction de votre corps à l'hypoxie, c'est pas conseillé. Il faut que je reste plus longtemps et que je prépare plus mon ascension si je veux en faire une. Ah, l'objectif Kaizen, c'est pas tout de suite, hein. Mais donc du coup, dans les prochaines vidéos que vous allez voir, j'ai pas du tout utilisé cette vidéo pour tanker le fait que j'ai presque fini la prochaine vidéo, mais que c'est pas encore le cas. Mais donc du coup, dans les prochaines vidéos que vous allez voir, voilà, il y a peut-être des moments où on parle de quelque chose et j'ai pas expliqué, que ce soit l'hypoxie, l'eau, la voiture, ou la manière de conduire des gens, etc. Le fait qu'on n'est pas habitué. Il y a 2-3 facteurs, je pense que c'était intéressant que je vous en parle. Moi, c'est les trucs qui m'ont vraiment changé. Parce que dans un voyage, dans les autres voyages que j'ai fait, bon bah l'eau, j'étais dans des pays où l'eau était quand même accessible, etc. J'ai fait que quelques pays dans ma vie où il fallait que je fasse attention à l'eau ou au fait que je mangeais pas n'importe où, n'importe quand. Mais globalement, c'est pas genre naturel, disons, pour moi de devoir penser à mes stocks comme ça. Et la conduite, j'avoue que la conduite, ça m'a surpris quand j'ai vu les mecs commencer à débouler de tous les côtés, alors que, bah, à mon sens, j'avais priorité, je veux dire. Et l'altitude, du coup, qui m'a honnêtement pris un bon temps de préparation parce que je me suis préparé un peu cardiaquement. Je me suis préparé, du coup, j'ai fait les tests d'hypoxie et autres, comme on disait. J'ai fait des tests d'effort. J'ai quand même pris le temps. C'est pas une chose obligatoire à faire, à mon sens, mais voilà, sachez qu'en cas d'altitude, et ça pour l'altitude partout dans le monde, hein, c'est pas lié qu'aux Andes, sachez du coup qu'en altitude et autres, c'est des choses à prendre en compte. Et j'espère que si vous partez un jour en altitude ou en Argentine, ou à plus large échelle, que vous faites un grand voyage qui vous intéresse vraiment et qui vous prend un temps de préparation comme ça et qui vous change vraiment de votre quotidien et qui vous fait découvrir plein de choses, j'espère que vous serez préparé parce que bah, c'est toujours con en fait d'avoir un pépin alors que bah, c'est quelque chose qu'on aurait pu pallier avant, quoi.